Le rôle du manager, c'est d'endosser la responsabilité, de comprendre pourquoi ça a échoué et c'est de donner les clés pour ne pas reproduire l'erreur. Révéler les talents. C'est le pari que s'est donné notre école, l'IFAG. Je suis Gaëlle et je serai la voix de ce podcast pour interviewer d'anciens étudiants, mais aussi des partenaires, experts et acteurs de la formation. À ce micro, ils nous partageront leur expérience du management, tout comme leur vision de ce qui définit le talent. Venez puiser de l'inspiration au gré de leurs témoignages sur cette première saison. La fabrique des talents. Le podcast de l'IFAG, l'école de management qui révèle les talents. Dans le podcast La fabrique des talents, je demande notre directeur de marque. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Laurent Félix. Ancien directeur du campus de Nantes, il est depuis 3 ans le chef d'orchestre de nos 27 campus. Bonne écoute. Bonjour Pierre-Laurent, Bonjour Gaël. comment vas-tu? Très bien, je suis très content d'être avec toi sur ce podcast. Écoute, c'est partagé. Allez, je démarre avec la première question. Quels sont nos talents au sein de l'IFAG? Ouh, c'est une question qui est très large, qui peut être prise à 2 niveaux, au niveau individuel et collectif. En tout cas, je vais commencer par, la notion de talent pour l'école, IFAG. Bah, la première chose, c'est dire que ces talents, ils ne sont pas, «nés» entre guillemets, hier, ils sont nés depuis 1968 qui est la date de création de l'IFAG et depuis 1968, il y a 5 talents qui ont émergé et qui sont liés entre guillemets à notre ADN, à notre façon de fonctionner. Alors le premier, c'est déjà notre maillage territorial. L'IFAG, très très tôt, s'est implanté dans des petites et moyennes agglomérations et on est aujourd'hui présent dans 27 villes en France et en département d'outre-mer, avec des campus qui sont de taille petite comme des grands campus. Et c'est ce qui rend intéressant ce système, c'est qu'on va avoir par exemple dans la région des Hauts-de-France, un campus lillois avec plus de 300 apprenants et en parallèle, une antenne du campus qui est située à Arras, qui est aujourd'hui ouverte depuis 1 an et qui a une trentaine d'apprenants. Et donc on va se rendre compte qu'il y a des synergies entre ces villes et ce maillage territorial nous permet également, bah, tout simplement de pousser nos apprenants à changer de campus chaque année s'ils le souhaitent, en fonction de leur projet de formation, en fonction de leur désir de vie et cetera. Donc ça, c'était un peu le 1er talent, c'est, notre couverture territoriale. Alors bien évidemment, ça va de pair aussi avec, la réponse aux besoins des entreprises, aux bassins d'emploi et donc l'idée, c'est de dire qu'à un moment donné, à un bassin d'emploi donné, on peut niveler l'offre de formation que propose l'IFAG en fonction de la caractéristique de son territoire. Deuxième point, et je pense que ça, c'est vraiment notre, fil d'Ariane depuis 1968, c'est la proximité avec nos apprenants. La proximité avec les apprenants, c'est quelque chose dont on sait qui est importante parce que, bah, un apprenant nous confie en général les 5 meilleures années de sa vie et j'aime bien dire qu'on accorde toutes et tous une importance qui est très particulière justement à cette relation humaine, à une approche, qui vise justement à proposer un parcours qui soit en lien avec un projet professionnel et c'est ce qui va un peu driver, alors excuse-moi l'anglicisme, hein, c'est ce qui va un peu orienter nos équipes pédagogiques pour justement en fait, garantir une cohérence entre un parcours de formation et puis finalement l'aspiration du jeune au travers de sa formation. On a, un point alors qui est un peu plus récent, je vais pas dire que, c'est le talent qui existe depuis 1968, en tout cas c'est une tendance vers laquelle on va de manière très forte. C'est, ce qu'on appelle la pédagogie de l'alternance, la pédagogie de l'expérientiel. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est face à des générations qui, ont une certaine faim. Ils sont très curieux, ils peuvent être très versatiles, ils sont très touche à tout et cetera. Ils utilisent des outils qu'on ne connaissait pas encore il y a 10 ans. Ils n'hésitent pas à utiliser l'IA pour produire en fait, des documents. Ils n'hésitent pas à changer leur manière de voir les choses. Ils demandent beaucoup plus d'informations sur, l'éthique, la RSE, la protection de l'environnement, le droit du salarié, l'entrepreneuriat et cetera et l'idée sous-jacente de la pédagogie de l'alternance ou en tout cas de la pédagogie de l'expérientiel, c'est de dire qu'en fait, pour apprendre, il faut être dans l'action. Et donc ça, c'est très particulier, c'est quelque chose qui a été très, très bien compris par, les CFA historiques, par les compagnons du devoir. L'idée, c'est de dire que c'est en faisant
que tu deviens. Et l'idée, c'est d'appliquer ça au domaine de la gestion et du management, chose que beaucoup d'écoles ne font pas. On est encore sur des cours très dogmatiques, très descendants. Et l'idée de l'IFAG, c'est justement de développer cette approche expérientielle de plein de manières différentes. Alors ça peut être bien évidemment au travers des business games de rentrée, mais ça on commence tout d'ailleurs à l'arrêter puisqu'on se rend compte que c'est quelque chose qui est vu et revu. Mais ça prend la forme par exemple, d'ateliers où on va apprendre aux jeunes à pitcher un projet. Ça va prendre la forme, par exemple, de spécialisation. On va leur proposer chaque année, entre le bac+3 et le bac+5, de choisir une spécialisation qui n'a rien à voir avec, entre guillemets, «le projet de formation». Ça peut être, la prise de parole, ça peut être, la création d'un jeu de société, ça peut être le dépassement de soi, via le sport, ça peut être également, la découverte du monde viniviticole, grâce à notre école, dans le tourisme qui s'appelle l'IUFT. Et donc l'idée, c'est de dire qu'à un moment donné, un parcours de formation va se faire parce que le jeune va avoir des éléments techniques, mais aussi parce qu'il fait au moment où il apprend. Et le fait de faire, c'est, d'avoir des études de cas réels, c'est de les emmener sur le terrain, c'est de faire témoigner des anciens, c'est de leur faire rencontrer des entrepreneurs, c'est leur fait de leur faire vivre, une ouverture de magasin, c'est le fait d'apprendre à se balader, dans un centre commercial comme un client lambda. Donc c'est ça la pédagogie de l'apprentissage, par l'action, c'est le fait de les mettre en action et qu'ils soient entre guillemets «responsables» de leur apprentissage et pas uniquement d'un prof qui va être en face d'un étudiant et qui va leur transmettre sans qu'il y ait d'interaction entre les 2. Donc ça, c'était, comment dire? Troisième point. Le 4e point et qui est tout à fait logique, le mandat de l'IFAG depuis sa création, c'est que l'IFAG à l'origine émane d'une école qui s'appelle l'IFG. Et l'IFG, en fait, est, institut de formation à la gestion. C'est de cette école qu'est née l'IFAG avec la volonté, en fait, d'appliquer à l'apprentissage, plus traditionnel des jeunes, ce qu'on appelle de l'approche pédagogique de l'exécutive. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement partir du principe qu'on va appliquer les recettes magiques de la formation exécutive à de la formation plus traditionnelle initiale. Ça se matérialise comment? Ça se matérialise au fait d'avoir été les premiers à avoir appliqué des calendriers alternés. Très, très tôt, l'IFAG a bien compris qu'à un moment donné, ce qui faisait le succès d'une formation, c'était le fait d'alterner des périodes pendant lesquelles l'apprenant était en formation avec d'autres périodes durant lesquelles il était en entreprise. Et tout l'intérêt de la formation depuis 1968, c'est de faire le lien entre une pédagogie dans laquelle on donne des savoirs bruts et une pédagogie terrain dans lequel le tuteur, la tutrice va justement lui donner un effet miroir par rapport à ce qu'il a pu apprendre en cours. Et ça, typiquement, cette pédagogie professionnalisante, ça existe depuis 1968 à l'IFAG et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on maîtrise bien puisqu'aujourd'hui, pour, te donner Gaël une idée, on est à peu près à 3 000 apprenants sur tous nos campus au total, pour la rentrée de 2024. 99 sont en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Donc on a une dépendance qui est quand même extrêmement forte, à l'alternance, mais qui justifie du coup de cette pédagogie professionnalisante puisqu'on est en lien direct avec des problématiques d'entreprise et des demandes de tuteurs et de tutrices qui nous demandent de faire ce parallèle entre les missions d'entreprise et ce qui est vu, tout simplement, à l'école. Le dernier point, le dernier «talent» entre guillemets, c'est un réseau d'anciens. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Beaucoup, d'écoles, d'organismes de formation supérieure se vantent d'avoir des anciens. Alors, depuis 1968, tu dois bien te douter qu'on a un certain nombre d'anciens. À l'IFAG, c'est 18 000 anciens, depuis 1968 qui sont répartis en France, mais aussi, partout, à l'étranger et on se distingue par la force de ce réseau. Alors, qu'est-ce que veut dire la force du réseau? La force du réseau, c'est un soutien déjà entre alumni, c'est le fait de pouvoir bénéficier d'opportunités de carrière, dans ce réseau et puis surtout, un esprit de communauté qui est assez particulier puisque pour te donner un exemple, ces mêmes anciens sont souvent des anciens apprenants IFAG qui maintenant donnent des cours à l'IFAG. Il y en a beaucoup d'entre eux qui sont tuteurs. Certains travaillent même pour l'IFAG en tant que prestataires, vis-à-vis de l'association IFAG. Donc on se rend compte que ce réseau-là, il est bénéfique pour l'école, il est bénéfique pour l'apprenant, il est bénéfique également pour les entreprises
et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de cultiver au maximum à l'IFAG en organisant tout simplement et chaque année des événements alumni dans chaque campus et c'est qu'on implique nos alumni dans tous nos événements, dans les jurys d'intégration à l'IFAG, on les implique dans les parfois également en tant qu'intervenants à l'IFAG, on les implique en tant qu'intervenants métiers pour parler de leur métier, de leurs problématiques et c'est le dernier point sur lequel, on va dire, j'ai une grande satisfaction et qui va rejoindre d'ailleurs une question, que tu vas peut-être me poser, un peu sur l'élément de satisfaction. J'ai une grande satisfaction aujourd'hui à avoir parmi les collaborateurs salariés de l'IFAG des anciens diplômés et je pense qu'il n'y a pas meilleur compliment, meilleur constat de voir qu'un ancien apprenant IFAG, bah, ait envie de travailler pour son ancienne école. Pour Mmh. te donner, une image un peu plus claire, sur, mes 10 directeurs, je pense qu'il y en a à peu près 6 de mémoire qui sont diplômés de l'IFAG. Si on appelle pas ça une amour de son école, je vois pas trop quel autre qualificatif utiliser. Voilà pour les 5 talents, Gaël. Moi, je confirme que les alumni sont très acteurs en effet, à l'IFAC. J'en ai eu plusieurs déjà, à ce micro, du podcast, ils sont vraiment, enfin, ils participent avec plaisir en fait à en effet tout ce qui tourne autour de notre école, que ce soit comme tu le disais, au sein des classes, en venant partager leur expérience ou, voilà, là à ce micro, pour nous aider aussi à faire rayonner notre école. J'aime beaucoup aussi, voilà, ce que tu, partageais au sujet de la pédagogie de l'alternance. On sent qu'on sort en effet de la vision élitiste de l'école pour revenir Mmh. sur, l'expérience qu'on fait vivre sur le terrain, et je crois que c'est comme ça qu'on révèle des talents finalement. Oui, alors, on révèle les talents, mais c'est que je pense qu'on suscite aussi un intérêt par rapport à la formation et c'est Mmh. le point qui a été un peu le premier point que j'avais abordé, c'est qu'on est face à des générations, alors c'est pas méchant ce que je veux dire, qui a un taux d'attention qui est plus complexe que le nôtre, qui ont besoin d'interactivité, il y a besoin d'écran, il y a besoin de faire et cetera et forcément, on doit prendre à contre-pied tout ce qui a été entre guillemets «construit» et effectivement, je pense que les jeunes aujourd'hui ont besoin d'apprendre en vivant des expériences. On peut donner l'exemple si tu veux en parler. Sur Angers typiquement, il y a une spécialisation qui est autour, du management du sport, enfin du sport et du bien-être, qui a été montée, l'année dernière et cette spécialisation marche extrêmement bien. Les jeunes, font un Koh-Lanta sportif. Ils ont été, visiter, un club de sport, il me semble, en hockey sur glace. Tout Ils à ont fait. rencontré, l'entraîneur, du SCO d'Angers. Enfin, on se rend compte qu'en fait, ils ont besoin de ça et les retours sont dithyrambiques. Donc, le sens de l'histoire, c'est en gros de leur faire vivre des expériences, tout en n'oubliant pas, bien évidemment, le corpus de cours obligatoire en contrôle de gestion, technique de force de vente et cetera. C'est en effet, essentiel. Les deux s'entremêlent en fait assez naturellement. Question suivante, Pierre-Laurent. On est une école de Mmh. management. Moi, j'aimerais savoir quelle est ta vision du management? Alors, celle que tu incarnes peut-être et aussi ce qu'on veut transmettre aux étudiants. Alors, c'est une question qui est qui est complexe, mais je vais y répondre. Elle est complexe parce que, déjà d'une, c'est une réponse qui va être similaire, entre les étudiants et les collaborateurs. Je vais m'expliquer. On ne peut pas donner des cours de management si on ne s'applique pas à soi ce qu'on essaie d'apprendre à nos apprenants. Donc, je vais essayer et tu vas essayer de me surveiller là-dessus, de faire la réponse la plus similaire entre les 2. Non, un peu plus sérieusement, ma vision du management, c'est une vision très paysanne et c'est au sens noble du terme. Pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui, déjà a un bon sens paysan. Alors ça veut dire quoi un bon sens paysan? C'est quelqu'un qui est rationnel. C'est quelqu'un qui dit les choses et c'est quelqu'un qui est aussi à l'écoute. Alors là, l'écoute, c'est compliqué parce qu'une vraie écoute, une écoute active, c'est pas juste, entendre quelqu'un, c'est pas juste, voir qu'il va mal et cetera. C'est être en capacité de «recevoir» entre guillemets un ressenti, de recevoir un avis et cetera et en l'intégrant dans la manière de fonctionner et donc du coup, le bon sens paysan, c'est un manager qui est proche de ses équipes et qui en même temps sait prendre des décisions courageuses. Je te donne un exemple, basique. On a souvent en France la vision du management qui est, la vision d'un management de devenir manager parce qu'on a brillé, parce que c'est un accomplissement et cetera et moi je vais à l'encontre de cette pensée-là. Je pense qu'un manager, c'est pas juste un poste,
c'est aussi un amour des gens avec lesquels on travaille et c'est aussi un amour de vouloir développer. C'est-à-dire qu'un manager, c'est quelqu'un qui a envie de travailler avec des gens, mais c'est aussi quelqu'un qui a envie de développer, son activité, son service et cetera. Et on voit malheureusement aujourd'hui beaucoup de managers qui deviennent managers parce que pour eux, c'était un peu l'eldorado, c'était un peu l'accomplissement personnel, sans prendre en considération que, bah, le manager, il faut pas être que bon techniquement, il faut être aussi, dans une posture dans lequel on est à l'écoute et cetera. Et donc dans ce bon sens paysan, on va dire que, ce que j'aimerais entre guillemets, «donner» à nos étudiants, mais je pense qu'on le fait bien au niveau des cours, en tout cas c'est ce que j'applique auprès de mes collaborateurs. Un premier type, conseil, pratique, je pense qu'il faut, tout simplement célébrer, les victoires, même les plus petites. On a souvent l'image, vous savez, des séminaires d'entreprise dans lequel il faut célébrer les grandes victoires avec, entre guillemets, une notion de performance, avec des primes et cetera. C'est tout à fait vrai, je pense qu'il faut bien célébrer les belles victoires. Par contre, il est bien aussi de célébrer les petites victoires du quotidien. Et c'est le rôle du manager, en fait, de féliciter ses équipes, de mettre en avant, les réussites individuelles, collectives et c'est aussi important d'avoir des marques de reconnaissance. La célébration des petites victoires, ça passe parfois par une petite phrase, ça passe parfois par un petit mail, ça passe parfois par un petit SMS. Je te donne un exemple basique, tu as une réunion qui se passe bien avec une entreprise, avec un nouveau client. Ça a été 2 heures un peu éprouvantes. Bah, en tant que manager, tu as eu un commercial qui s'est bien défendu, bah, le petit SMS qui va bien, en fin de journée: «Bah, écoute, ce que tu as fait cet après-midi, c'était, tu m'as bluffé, bravo, quelle que soit l'issue de cette rencontre avec cette nouvelle entreprise, bah, sache que tu m'as impressionné et je suis très content, de la manière dont tu as conduit, la relation commerciale». Bah, voilà, rien que ça ne demande pas une énergie qui est considérable, mais bah, forcément, ça met beaucoup de positif dans la réunion et quelque chose qui va de pair, entre guillemets, avec le fait de célébrer les victoires, c'est le fait de comprendre les alors, c'est pas les échecs, mais en tout cas, les déconvenus, bon, les échecs et cetera. Je pense que c'est important que les équipes soient très au fait de ce qui n'a pas marché. Célébrer une victoire, c'est plus facile que de comprendre, entre guillemets, «une contre-performance» et il est hyper important pour moi qu'un manager puisse comprendre les raisons qui ont amené à un échec ou une contre-performance et ça, c'est d'être très transparent, quitte à mettre son ego de côté. Et c'est très dur pour un manager parce que des fois, une contre-performance d'un service, on peut avoir le réflexe de dire: «Ouais, c'est parce qu'ils ont peut-être pas assez travaillé, il y a peut-être pas eu assez d'investissement, on a peut-être pris le sujet du mauvais côté». Le rôle du manager, c'est d'endosser la responsabilité, de comprendre pourquoi ça a échoué et c'est surtout, c'est de donner les clés pour ne pas reproduire l'erreur. Pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui peut accepter à un moment donné qu'il y ait, une contre-performance, qu'il y ait, parfois un manque de motivation et cetera, mais qui par contre la deuxième fois va donner les éléments pour, changer un peu, l'orientation. Un bon manager, je poursuis, on va dire la réponse à ta question, c'est, aussi quelqu'un qui a foncièrement une envie de collectif. Manager individuellement n'a aucun sens. Dans ces cas-là, tu es entrepreneur, tu te manages, tu crées ta société et cetera. Aujourd'hui, la majorité des étudiants, anciens apprenants de l'IFAC sont aujourd'hui managers dans le retail, managers dans des grandes entreprises, dans des plus petites entreprises, mais en tout cas ont des équipes. Manager, c'est, ne pas avoir peur d'avoir un collectif devant soi qui est des fois d'accord, pas d'accord et cetera et donc de fait, c'est, manager, c'est aussi accepter le fait qu'il y ait de la différence. Alors la différence, c'est quoi? Bah, c'est la différence d'opinion. Tu peux avoir dans une équipe des gens qui ont pas la même opinion. Bah, tout, l'intérêt d'un manager, c'est d'arriver à fédérer des gens avec des opinions différentes sur un même projet commun. Alors là, c'est quand on y arrive, pinacle du management et la deuxième chose qui est plus subtile, le fait de travailler en groupe, c'est de faire accepter aux uns et aux autres que nous ne sommes pas forcément similaires. Je c'est ça vient de pair avec ce que je viens de dire avant. Des fois dans des équipes, dans des grandes équipes, on peut avoir cette sensation de tous se ressembler, on a la même façon de penser, la même façon de travailler et cetera et quand on accueille une personne différente, cette personne-là, elle peut faire un peu trouble fête, quoi. Ça peut être, le poil à gratter, ça peut être quelqu'un qui est très différent de nos pratiques et ça peut être vite une personne qui peut être ostracisée. Mon propos, c'est de dire qu'un bon manager doit être capable d'expliquer aux autres pourquoi le groupe est constitué de telle ou telle manière, pourquoi cette personne qui n'est pas peut-être similaire aux autres a quand même son apport et de faire prendre conscience que du coup le collectif, bah, il vient de ces différences-là. Et puis, le dernier point, il est très simple, toujours dans le bon sens paysan.
On a aujourd'hui un marché de l'emploi qui est complexe, avec, beaucoup d'agilité à trouver, des nouveaux postes, une fidélité qui est de plus en plus compliquée, hein, dans les entreprises, des taux de turnover importants et cetera et on a des générations, alors plus précisément les nouvelles, hein, mais qui ont une certaine tendance à faire du cherry picking, encore un anglicisme, mais en gros, à pouvoir changer d'entreprise très facilement. Et mon propos, c'est de dire qu'aujourd'hui, ce sont des jeunes générations qui, à salaire équivalent, peuvent switcher très rapidement d'entreprise et je pense qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui est capable de se projeter dans les collaborateurs qu'il a, dans l'équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, pas voir uniquement la personne sur ce qu'elle apporte à l'instant T à l'entreprise, mais de la projeter sur qu'est-ce qu'elle va devenir si je l'aide à progresser et voilà. Donc là, ce point-là, il est extrêmement important parce que on n'est plus dans une logique de consumérisme, c'est-à-dire de dire, «Je vais entre guillemets «l'épuiser à la tâche» ou je vais prendre son plein potentiel». C'est de se dire: «OK, je vais travailler avec lui dans 2 ans, si j'arrive à l'accompagner en tant que manager, voilà ce qu'il pourrait apporter, voilà comment je pourrais peut-être l'emmener en mobilité sur un autre poste, voilà comment je pourrais le nourrir» et cetera. Donc cette vision de management un peu bon sens paysan, mais toujours au sens noble du terme, donc 3 choses, célébrer les victoires et comprendre les échecs. Le deuxième, c'est, accueillir les gens en acceptant les différences et en expliquant qu'un collectif, bah, c'est pas que être similaires les uns par rapport aux autres. Et le troisième point, c'est, de donner un élément de futur, de projection aux collaborateurs qu'on accueille dans l'équipe. J'aime bien cette vision. Je connaissais pas, l'expression, terme paysan, mais j'aime beaucoup, cette vision-là. Alors le bon sens paysan, c'est, bah, c'est une expression, hein, qui fait référence à quelque chose qui est simple, rationnel et efficace. Mmh. L'idée aujourd'hui, c'est qu'il y a alors je veux surtout pas remettre en question les grands théoriciens, les nouvelles pratiques, tous les nouveaux anglicismes pour expliquer les nouvelles méthodes de travail, mais je pense que le chemin, en tout cas, le lien, dans nos pratiques managériales, c'est le fait de rester constant sur ces 3 choses. C'est un peu, ça fait beaucoup égard aussi à l'éducation en tant que parent. Complètement. De la bienveillance, de l'écoute, un peu de liberté, parfois de l'exigence et cetera. Du bon sens, c'est Heu, ça. ouais, du bon sens, voilà. Dernière question, Pierre-Laurent. Est-ce Ouais, que tu peux nous dire ce qui te rend fier à l'IFAG? beaucoup de questions difficiles, Mmh. Gaël. Non, c'est relativement facile. Alors pour moi en tout cas, enfin depuis maintenant 2017. Je travaille à l'IFAC depuis 2017. C'est une école que j'ai, appris à dé enfin que j'ai découverte, que j'ai appris à aimer, voilà, j'ai évolué au sein de l'IFAG et ce qui me rend fier à l'IFAG, ça rejoint en fait, une des réponses que j'ai faites, je crois, à ta première question. C'est le fait de constater qu'il y a un attachement extrêmement fort, des collaborateurs à la marque et surtout, de me rendre compte que beaucoup d'anciens étudiants travaillent aujourd'hui pour l'IFAG et ça, c'est un marqueur qui est extrêmement fort parce que quand tu as réussi à former des jeunes à, entre guillemets, des pratiques de management, tu les as sensibilisés à certaines valeurs et cetera et qu'ils ont envie de travailler pour leur école et qu'ils restent par la suite. Moi, j'ai plaisir aujourd'hui à avoir des étudiants qui aujourd'hui sont managers à l'IFAG, qui sont devenus parents, à les voir évoluer, à vouloir transmettre ces valeurs et c'est une fierté qui est importante parce que ça dépasse le simple mandat de formation. C'est-à-dire qu'on s'inscrit vraiment dans un projet de vie et en fait l'école a apporté quelque chose, un supplément d'âme bah, à ces personnes et ça me rend fier parce que, bah, on n'a pas été, du coup, pour ces personnes-là, on n'a pas été qu'un simple, il n'a pas été qu'une simple école, on n'est pas qu'un simple employeur, on a été aussi un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de développement et cetera et ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, pour ma part, je m'attache à faire en sorte que la vie à l'IFAG en tant que collaborateur soit, bah, la plus stimulante, la plus, drôle, la plus, énergique possible, que ce soit en dehors, une fois que les collaborateurs sont partis. On sous-estime très fortement l'impact de la sortie des collaborateurs et je pense qu'un bon mariage, un bon recrutement quand on rentre à l'IFAG, suppose parfois, ce qu'on appelle un divorce doux. C'est-à-dire qu'on peut avoir des collaborateurs qui sortent de l'IFAG et ben il faut entretenir de bonnes relations, faire en sorte qu'ils gardent une bonne image et cetera. Donc en fait,
Ce qui me rend fier à l'IFAC, c'est ça en fait, c'est le fait de partager un chemin de vie et faire en sorte que, ces valeurs-là demeurent, qu'on soit étudiant, collaborateur, ancien et cetera. C'est inspirant. Merci pour ce partage. Je t'en prie Gaël, merci pour toutes ces questions. Je te dis à bientôt. À très bientôt. Notre podcast vous a plu? N'hésitez pas à le soutenir, liker, commenter ou parlez-en autour de vous. La fabrique des talents, Le podcast de l'IFAG, l'école de management qui révèle les talents.